Bonjour à toutes et à tous, je vous propose de démarrer, ça laissera les retardataires arriver, même si on a quelques absents de dernière minute pour des raisons de cas contact ou de Covid, au-delà des congés d'été. Je propose à Kevin de faire l'appel. Bonjour à tous, Armand Rivière. Présent. Rachel Sacussi. Manuel Bourguet. Présent. Aurélie Mialon. Présente. Robert Vivares. Présent. Julie Garcin-Sodo. Thomas Guiraud. Présent. Daniel Desmoulins. René Verdeil. Jean-Marie Bousquet. Marie Balestero. Elle va arriver, elle arrive. Daniel Azemar. Xavier Moutou. Cécile Dos Santos. Procuration Madame Mialon. François Castillo. Procuration Madame Sacussi. Katia Siet. Georges Lopez. Procuration à Madame Siette. Nadia Bentahar. Procuration à Monsieur Rivière. Patrick Delbach. Nicole Vicente. Procuration à Madame Demoulin. Benoît Blanc. Anne Sutrade-Germain. Procuration à Monsieur Verdeil. Gilbert Castignera. Procuration à Monsieur Vivares. Marie-Hélène Chassagne. Elle va arriver. Alain Vogel-Singer. Valérie Forme. Présente. Annick Sadje. Présente. Ayoub Balafkir. Absent. Oui, absent. Donc ça aurait dû être l'installation effectivement d'Ayoub Balafkir ou de quelqu'un d'autre dans les rangs de la minorité, puisque nous avons reçu en date du 27 mai la démission de Florent Cos et avons sollicité les suivants de liste, soit Baptiste Lebihan, Stéphanie Navarro, Philippe Martinez et Béatrice Frances, qui n'ont pas pu se siéger pour différentes raisons. Donc nous avons sollicité M. Balafkir, qui ne devrait pas siéger, mais nous n'avons pas reçu sa démission. Donc il a été convoqué en temps et en heure, il avait appelé pour s'excuser, il doit nous faire parvenir sa lettre de démission. Et nous passerons au suivant de liste, comme il est, non pas habituel, mais prévu par les textes. Je dois vous demander l'autorisation de rajouter un point à l'ordre du jour que vous avez eu sur les tables qui concerne une convention avec l'Office du tourisme pour pouvoir vendre des livres pour le compte de la ville en lien avec l'exposition d'Albert Dubout qui est actuellement exposée à l'hôtel de flotte de Cébazat. Il se trouve qu'avec l'exposition, un lot conséquent de collection d'Albert Dubout sur l'œuvre de Molière était prévu et que donc pour faciliter la vente, la discussion a été ouverte avec l'Office du tourisme qui a accepté de les prendre à sa boutique à Pézenas, puisque la boutique de l'Office du tourisme a rouvert cette année. Et donc il y a une convention pour prévoir cela et prévoir la part qui sera reversée à la ville. Donc je vous demande l'autorisation de rajouter ce point pour que ça puisse se faire dans l'été, évidemment. C'est la période qui est le plus propice. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? Personne. On doit désigner un secrétaire de séance ou une secrétaire de séance. Je propose à Rachel Sacussi de bien vouloir prendre ce rôle. S'il n'y a pas de questions ou d'autres candidats, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Personne. Il y a un point d'information au conseil municipal, mais avant celui-là, je souhaitais vous faire part de points budgétaires sur la ville, mais qui touchent, je crois, toutes les collectivités locales, car si on peut se réjouir du dégel, ou en tout cas de l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires à 3,5%, même s'il ne compense pas les années de gel et d'inflation actuelles, ça ne sera pas sans impact sur les finances communales pour les mois à venir et les années à venir. C'est-à-dire que d'après nos prévisions, nous sommes autour de 129 000 euros d'impact sur le budget 2022 pour les 3,5% d'augmentation. Donc 258 000 euros sur un budget plein qui serait en 2023, mais préciser que depuis le début de l'année, les différentes augmentations ou décisions du gouvernement sur les régimes indemnitaires et autres pour la fonction publique se chiffrent à peu près à 110 000 euros depuis que nous avons adopté le budget, donc un impact budgétaire de 239 000 euros.
auquel inévitablement va s'ajouter l'inflation en cours sur le prix des matières premières, sur le prix de l'énergie, qui pour cette année aura un impact au total certainement autour de 200 000 € entre les augmentations précitées, du moins celle de 3,5%, et l'augmentation liée à l'inflation, mais qui sera bien plus conséquent l'année prochaine, puisque les deux réunis, c'est à ce jour, d'après nos estimations, et à période constante, si on peut le dire ainsi, parce qu'on ne sait pas forcément comment ça va évoluer, 668 000 € environ d'impact sur le budget 2023 si ça restait en l'état. J'ai donc fait le choix tout de même de saisir les différents parlementaires de département pour que puisse être au moins évoquée la compensation du point d'indice des fonctionnaires dans les budgets des collectivités locales, d'autant que cela est arrivé après l'adoption du budget et sans forcément de concertation à la clé, et également pour que dans les débats budgétaires à venir, les dotations des collectivités puissent être préservées d'éventuelles coupes, voire, il est toujours permis d'espérer, augmenter en conséquence, parce que je crois que si l'investissement public ou les moyens des collectivités étaient trop réduits dans les années à venir, cela serait tant néfaste pour l'économie locale, pour les entreprises qui travaillent sur nos chantiers, mais aussi pour les services que nous rendons à la population et les actions que nous mettons en place. Donc, je souhaitais que ce point financier soit dit, connu. Il sera réévalué au fur et à mesure. Les débats sont en cours à l'Assemblée nationale. Des hypothèses existent. Nous allons, nous, en tout cas, appuyer par les réseaux de la ville, et y compris les réseaux des collectivités locales, mais qui ont déjà commencé à espérer d'abord la compensation de 3,5%. Pour cette année, mais pour les années à venir aussi. Mais aussi, je crois qu'il est nécessaire qu'il y ait un débat et une entente sur les dotations des collectivités, dont on sait que certains gouvernements ont eu par le passé ont fait le choix de les réduire pour une contribution à un effort national d'économie budgétaire, mais c'est généralement on les paye par après coup, et surtout on sait que l'investissement public, et dans cet investissement public, l'investissement des collectivités locales est quand même moteur pour les entreprises et pour l'économie nationale. Je souhaitais que ce soit dit. Je ne sais pas si ça appelle des observations quelconques, mais je pense que c'est bien qu'on puisse connaître ces différents éléments et qu'on puisse les avoir à l'esprit, parce qu'automatiquement ils nous amèneront, selon les cas, à faire des choix dans les semaines, les mois et les années à venir sur notre mode de fonctionnement, nos investissements, les recettes et les dépenses que nous avons dans chaque collectivité. Et nous ne serons pas la seule collectivité à devoir faire ces choix. Ce qui est toujours préoccupant, c'est que les strates supérieures, ou en tout cas régions, départements, communautés d'agglomération ayant les mêmes contraintes, et parfois même étant intervenues fortement dans la période de crise Covid, elles seront elles aussi amenées à faire des choix qui pourront avoir des répercussions sur les communes et sur l'investissement des communes. L'autre point qu'il y a en information au conseil municipal, c'est la volonté, mais c'est un arrêté du maire à signer, qui est signé ou qui sera signé aujourd'hui, de passer la ville au maximum en zone 30 km/h pour y réduire la vitesse. Donc, alors, concrètement, si je vous le lis ou je vous l'explique ainsi, c'est toute la ville, sauf le boulevard Général de Gaulle, René Danube, Nelson Mandela et Martin Luther King, soit aujourd'hui ce qui passe à la zone désert, donc le nouveau Lidl, Leclerc, les pompiers, et qui va à la route de Caux. Le reste étant passé à 30 km/h, à l'exception évidemment de ceux qui étaient déjà à 20 km/h qui demeurent. Donc c'est pas très lisible sur ce plan, mais rassurez-vous, il y aura à l'avenir des plans un peu plus lisibles, mais la partie en vert là et la partie qui resterait à 50 km/h, qui est à ce jour une forme de rocade, et le reste passerait à 30 km/h. Cela sera fait à renfort de communication et de signalisation, lorsque ça sera possible dans le futur, d'emménagement, notamment le jour où nous réaliserons le chantier de l'avenue de Verdun, et également de contrôle de la vitesse, et espérons-le, évidemment, de
bon sens de chaque automobiliste pour l'appliquer et pour le mettre en œuvre. Je ne sais pas si cela appelle. Je vois qu'il y a des discussions. La carte n'est pas spécialement lisible. Je l'entends, mais elle le sera dans les prochains jours. L'objectif est que nous puissions être prêts à la rentrée pour, y compris, accompagner les efforts que nous faisons sur certains secteurs de la ville, notamment autour du complexe sportif et du collège de la Cité Mixte et de Jacques Prévert pour repenser la circulation, pour repenser le stationnement et la vitesse, et qui est un plan, une forme de sécurisation avancée des accès aux établissements scolaires au fur et à mesure que nous pouvons faire les travaux. L'ordre du jour après, donc s'il n'y a pas d'autres explications à donner, appelle l'adoption des procès-verbaux des 5 avril et 18 mai. Je ne sais pas s'il y a des remarques particulières. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour l'unanimité. Et je passe la parole en tandem à Thomas Guiraud et Aurélie Mialon pour nous présenter le point suivant, qui est le Conseil municipal des enfants et l'adoption de la charte de ce conseil. Merci, monsieur le maire. Oui, effectivement, c'est en tandem. C'est vraiment un travail entre le pôle affaires scolaires et le pôle jeunesse. On trouvait ça tout à fait cohérent dans la démarche. Je vais commencer la lecture. Il est rappelé que le Conseil municipal des enfants, CME, est né de la volonté du Conseil municipal de promouvoir la citoyenneté chez les jeunes Pécénois et de prendre en compte leurs besoins et envies. C'est un lieu d'expression, de débat, d'élaboration et de suivi de projets entre les jeunes et les élus. Ce conseil est un organe consultatif qui vise à associer les enfants à la vie locale et à ses projets de développement. Les jeunes conseillers doivent agir sur leur environnement en étant les acteurs dans la mise en œuvre de projets communs. Leurs propositions doivent être d'intérêt général, étudiées, discutées et réalisées dans le cadre du budget et des orientations de la collectivité. Le conseil municipal des enfants sera présidé par un élu membre du conseil municipal. Il sera animé par le service jeunesse afin d'offrir un cadre structurant dans l'exercice de leurs fonctions. Le CME remplira les rôles suivants: être à l'écoute des idées et propositions des enfants et les représenter, proposer et réaliser des projets utiles à tout tant à l'échelle des écoles que la commune, transmettre directement les souhaits et observations des enfants aux institutions scolaires ainsi qu'aux membres du conseil municipal de Pézenas, participer à la vie locale avec les adultes. Le conseil municipal des enfants réunira entre 16 et 24 enfants, conseillers élus pour 2 ans. Pour être candidat, les enfants devront faire une demande de déclaration de candidature avec autorisation parentale ainsi qu'une attestation d'assurance. Être domicilié et scolarisé à Pézenas dans les classes de CM1, CM2 des écoles élémentaires partenaires. Nous avons notamment l'école Jacques Prévert, l'école Jules Vallès, l'établissement Jules Vallès du groupe scolaire Bobby-la-Pointe, l'école élémentaire Sainte-Marthe et la Calandrette n'a pas souhaité être partie prenante pour cette année sur le projet. On verra pour les années futures. Une charte est constituée afin d'expliquer le cadre du conseil, les objectifs, la pédagogie, les règles déontologiques, l'équipe d'encadrement, les partenaires indispensables, les conditions d'éligibilité et le collège électoral, la durée du mandat, la composition du conseil, l'organisation des élections, le fonctionnement du CME et les moyens. La charte présentée engage la ville et les jeunes conseillers. Sont prévues des réunions de coordination, réunions de commission mensuelles et assemblées plénières, minimum 3 par an. À savoir que tout ça, ça a été fait aussi avec l'éducation nationale. C'est un travail vraiment de fond et le but, que ça soit pérenne au fil des années et qu'on puisse aussi évoluer avec les CM2 qui passeront en 6e, d'où la jeunesse. Il est rappelé que le conseil municipal des enfants correspond à une vision intergénérationnelle et moderne de l'action publique. Au-delà du fond, son fonctionnement doit rester ludique et convivial pour les enfants. Monsieur le maire demande donc au conseil d'approuver la création du conseil municipal des enfants ainsi que la charte en régissant le fonctionnement. Il y a encore un truc. Hop. Non, c'est bon, c'est fini. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur ce conseil municipal des enfants? Qui est pour? Qui est
contre? Qui s'abstient? Merci pour l'unanimité. L'objectif est qu'en novembre, il puisse y avoir la première réunion de ce conseil. Merci. Le point numéro 3, je vais donc le présenter. C'est relatif aux créditeurs du maire, des adjoints et des conseillers municipaux qui sont automatiquement prévus par la loi. Ces créditeurs étant un engagement de l'employeur à libérer et à permettre des temps d'absence du salarié en fonction et en raison de son mandat. Il se trouve que nous n'avions pas pris en compte lorsque nous, en début de mandat, qu'il y avait une possibilité de majoration de ce créditeur puisque nous étions en station classée, donc ça peut intéresser certains conseillers de pouvoir poser un peu plus d'heures à leur travail, sachant que donc c'est à la hauteur de 30% de plus, sachant que ça n'a aucun impact financier pour notre collectivité, évidemment, et que ça ne peut ne pas avoir d'impact financier pour l'employeur, puisque c'est à la discrétion de l'employeur de rémunérer ou non, même si on va loin dans la lecture du texte, il y a une partie qui est automatiquement non rémunérée, l'autre qui peut l'être, et pour être clair, ça ne me concerne pas personnellement, puisque entre ma vice-présidence à la communauté d'agglomération et la mairie, je ne peux pas dépasser le quota de créditeurs qui m'est déjà alloué, et je précise, pour être clair et transparent, que ma collectivité ne me rémunère pas quand je suis absent. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Non. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Renouvellement de la convention d'occupation du terrain du domaine public appartenant à SNCF Réseau. Donc, vous le savez, c'est le parking dit de l'Amandier qui est donc à l'intersection entre Kaunas et Pézenas sur un terrain appartenant à SNCF Réseau, anciennement RFF, pour laquelle la ville a signé une convention d'occupation depuis le 1er octobre 2017. À ce moment-là, pour une redevance annuelle de 5 725 €. Il était prévu qu'elle soit pour 5 ans. Elle se termine le 30 septembre 2022. Donc, nous avons pris la tâche de SNCF Réseau pour voir leur intention sur cette zone-là. Il se trouve qu'il y a éventuellement des projets de voies vertes qui longeraient ce terrain, puisque cela passerait par l'emprise de l'ancienne voie ferrée. Donc SNCF Réseau ne veut pas forcément s'engager sur la durée, donc nous a proposé une nouvelle convention d'occupation pour une durée de 2 ans qui prendrait effet donc le 1er octobre 2022 pour se terminer le 30 septembre 2024, avec la possibilité d'une prorogation tacite par période d'une année sans excéder 4 ans au total, avec une redevance moyenne de 6 040,70 €. Donc, je sollicite de votre part l'autorisation de signer cette convention. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Je passe aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité et je laisse la parole à Julie Garcin. Bonsoir, merci Monsieur le maire. Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que par délibération en date du 4 février 2022, le conseil municipal a autorisé la signature de la convention du projet urbain partenarial entre le constructeur et la ville. Nous sommes donc sur le projet urbain avec la CNC Lidl afin de réaliser les aménagements de voiries nécessaires et préalables à l'installation de la surface de vente. Il avait été alors déterminé un volume global de travaux de 370 164,50 € hors taxes. Cette somme se répartissait de la façon suivante: 317 874,50 € hors taxes à la charge du constructeur, 52 360 € hors taxes à la charge de la ville. Pour mémoire, 4 zones de travaux ont été définies. Durant le chantier, des adaptations ont été nécessaires et ont eu une incidence technique sans faire varier significativement le volume global du marché, soit 370 160,75 € hors taxes, c'est-à-dire 3,79 € de plus-value. Donc 317 800,25 € hors taxes à la charge du constructeur et la même somme pour la ville, 52 360 €. Ainsi, le délai global a été repoussé d'un commun accord avec Lidl et le conseil départemental au 5 août 2022 pour l'intégralité des tranches. Monsieur le maire sollicite du conseil municipal l'autorisation de signer cet avenant numéro 1, dont nous pouvons nous féliciter, que de 3,79 € à la convention et tout autre document afférent. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Oui. Bon, des observations plus que des questions par rapport à ce dossier. Donc, c'est bien déjà qu'il y ait cet aménagement qui soit réalisé dans le cadre du PUP et c'était
et que ce soit dans les coûts. Mais par contre, la question qui vient derrière, c'est le prolongement de ce cheminement piétonnier. C'est inscrit, ça fait partie des projets de la ville, parce que c'est vrai qu'aller jusqu'au carrefour de la Paix, l'idée était celle-là, à un moment donné, en partenariat avec le conseil départemental, et ça reste une bonne idée, surtout quand on voit la manière dont les gens se garent sur cette voie-là. C'est pas inscrit à ce jour budgétairement, mais c'est un projet, notamment quand, enfin, à partir du moment où on aura fait l'avenue de Verdun, qui sera aussi en partie cyclable, il faudra, enfin, ça fera une interconnexion ou une connexion facile, même s'il y aura toujours le rond-point à passer. On sait que pour les vélos, c'est pas forcément toujours facile à passer, mais il faudra finir ce prolongement sur la portion qui reste, effectivement. Mais nous l'avions pas mis au budget 2022. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous propose de le passer aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité. Et je passe la parole à Daniel Demoulin. Bonsoir. Convention territoriale globale de services aux familles avec la Caisse d'allocation familiale de l'Hérault. Lancement de la discussion. Monsieur le maire, rappelle au conseil municipal que le 11 décembre 2018, la commune a signé avec la Caisse d'allocation familiale de l'Hérault la convention territoriale globale de territoire qui permet d'obtenir des aides de la Caisse d'allocation familiale pour les actions menées par la commune et le CCAS. Cette convention couvre entre autres les champs d'action de la parentalité, de la jeunesse en passant par la petite enfance, l'enfance et le logement d'urgence. Ce contrat étant arrivé à échéance, Monsieur le maire souhaite mener les discussions avec la CAF afin de construire le CTG autour de ces thématiques. À l'issue de celle-ci, la convention sera soumise au conseil municipal. Le lancement de la discussion permet de mobiliser et mettre en œuvre tous les acteurs et partenaires de la petite enfance, de l'enfance, de la jeunesse et de la parentalité. Cela va permettre de mettre en œuvre avec la CAF un programme d'action au plus près des besoins du territoire sur les 4 années à venir. Monsieur le maire sollicite donc du conseil municipal l'autorisation de mener des discussions avec nos partenaires. Merci. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Donc, je vous propose de m'autoriser à ouvrir ces discussions, sachant que... Qui ont déjà commencé. Qui ont déjà... Oui, mais bon, mais nous aurions pu les arrêter là, mais c'est parce qu'il y a une discussion permanente avec la CAF depuis que nous sommes élus, comme il y en avait une permanente sous l'ancien mandat, évidemment, et qui a un échange aussi dans la réalisation du CCAS sur l'éventualité de créer un centre social. Comme avec tous les partenaires, nous discutons en permanence. On devra aussi le passer au conseil municipal. Évidemment. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Non. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité. Le point suivant, le 7, tout est dans le titre. C'est une convention pour le raccordement à la fibre optique en façade d'un immeuble communal situé 9 rue Louis Blanc avec la société Hérault THD. Donc vous savez que ces immeubles, enfin cet immeuble du 9 rue Louis Blanc héberge de nombreuses associations et qu'il sera utile de le raccorder à la fibre. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Oui, bien sûr. Sur les raccordements à la fibre dans la ville, sur les raccordements à la fibre dans la ville, on a le sentiment qu'il y a vraiment un peu n'importe quoi qui est fait par certains opérateurs, hein, qui viennent, qui font traverser des rues par des fils, voilà. Donc à l'époque, on avait beaucoup ennuyé la ville pour les boîtiers, et ça avait retardé l'installation de la fibre. Et là, aujourd'hui, sur la dernière partie, c'est-à-dire ces fils, on s'est quand même battu pendant des années. On avait discuté à l'époque avec Julie Garcin sur l'enterrement des fils de l'avenue Camille Guérin qu'on n'avait pas pu faire pour des raisons budgétaires. Mais on a toujours fait attention. Et là, on est dans la partie site patrimonial remarquable. Et je trouve que vraiment, les opérateurs, ils s'en foutent à un point vraiment catastrophique. Donc, est-ce qu'il peut y avoir là-dessus un point de vigilance pour travailler en relation avec les bâtiments de France, enfin avec le SDA, notamment pour avoir un minimum de tenue par rapport aux postes de fil, sinon ça peut aboutir à un vrai saccage. Je réponds. Alors déjà, les services, Madame Maraval et Anne Bourlère, évidemment, sont tout le temps en lien direct avec Monsieur Laurent Gras, qui est le responsable au département, donc ils en sont conscients. Et effectivement, c'est compliqué d'être derrière des sous-traitants qui, des fois, interviennent sans même prévenir et qui, malheureusement, s'aperçoivent par moment déjà de l'état
la situation et donc se pose pas plus de scrupules que ça de faire mieux que les autres avant. Donc les services, oui, on a déjà fait reprendre des boîtes, mais il y en a beaucoup. Voilà. Mais c'est une problématique constante. On en est conscient. Maintenant, c'est très compliqué à gérer. Point, il y a les boîtes, il y a les boîtiers, et puis il y a les traversées de fils. Et ça, les traversées, c'est aussi, enfin, on le rencontre dans toutes les rues, dès qu'on a Enedis, etc. Donc, à part, on se dit tous, ben, on va imposer et on refuse les DP, et ou alors on impose au particulier qui fait une demande et où son gros câble a besoin d'être transformé, on lui dit, ben non, ben, nous, on vous l'acceptera que si vous payez la tranchée et c'est vous qui allez en fournir. Ben oui, mais ça, il fallait le faire aussi depuis des années, parce que dans ces cas-là, on a des gros câbles partout, donc c'est très compliqué, et on le connaît, hein, la gestion. Et il n'y en a peut-être pas assez de monde derrière, mais ça, c'est aussi les problématiques pour faire le flic et aller faire des PV partout et des constats dès que les choses ne sont pas faites dans les règles. On le sait. Merci. Donc je passe aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité. Le point suivant, une convention de délégation d'ouvrage d'éclairage public. C'est l'autorisation que doit nous, enfin la délégation que doit nous donner la commune de Tourbe pour implanter les éclairages dans le cadre de la reprise, ou en tout cas de la sécurisation des accès au nouveau ensemble Sainte-Marthe-Bonne-Terre. Vous savez qu'on est en convention partagée entre la commune de Tourbe, l'ASCI ou l'ensemble Sainte-Marthe-Bonne-Terre, et donc il convient que la commune de Tourbe, toujours dans ce dossier-là, nous autorise ou nous délègue la possibilité de faire ça, d'implanter le réseau d'éclairage public, sachant qu'il nous appartiendra, et c'est le point suivant, d'obtenir les autorisations des propriétaires privés lorsque ça vient sur des propriétés privées, plus exactement lorsque ça vient sur des bâtiments privés, parce que par mesure d'économie et même de sens pratique, certains éclairages sont directement accrochés sur les bâtiments de ce nouvel ensemble. Cela convenait à tout le monde. Donc le premier point, qui est le 8, c'est la convention de délégation d'ouvrage d'éclairage public avec la commune de Tourbe. Et le 9, je l'ai présenté en même temps, c'est ces supports et cet ancrage de l'éclairage public sur des bâtiments privés. Donc je ne sais pas s'il y a des questions particulières. Je vous propose de passer aux voix. D'abord le 8, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Et le 9, qui est pour, qui est contre et qui s'abstient, je vous remercie. Et le point 10 sera présenté par Robert Vivarès. Merci Monsieur le maire, bonsoir à toutes et à tous. Convention de partenariat donc entre la ville de Pézenas et le collectif Enjeu. Monsieur le maire sollicite du conseil municipal l'autorisation de signer la convention d'objectifs programmation 2022-2023, collectif Enjeu avec Occitanie en scène pour la saison 2022-2023. Vous avez le document joint. Le théâtre de Pézenas contribuera au collectif Enjeu à hauteur de 1 000 € pour la saison 2022-2023. Ce collectif est un regroupement informel de structures culturelles, lieux de diffusion, quelle que soit leur structuration juridique, collectivités ou assimilés, partenaires financiers publics et privés qui partagent un intérêt commun et des valeurs communes dans le soutien à la création et à la diffusion d'œuvres artistiques du spectacle vivant créé par des équipes artistiques domiciliées en Occitanie, Pyrénées-Méditerranée. Le collectif Enjeu est mis en œuvre selon les modalités précisées dans la charte annexée à la présente convention. Occitanie en scène centralise les moyens de coproduction du Fonds de soutien à la création régionale mutualisé, abondé par les membres du collectif Enjeu en tant que mandataire. Occitanie en scène en assure la gestion administrative et financière et reverse aux compagnies bénéficiaires les coproductions allouées par les membres du collectif Enjeu. Il est précisé qu'en plus de leur participation au Fonds de soutien à la création régionale mutualisée, les membres du collectif Enjeu mettent en place directement entre leurs structures un ou plusieurs projets sélectionnés, des temps de résidence, des soutiens en termes de production ainsi que des préachats. Occitanie en scène accompagne cette prise de risque artistique et cette démarche mutualiste en soutenant financièrement les membres du collectif Enjeu lors de la diffusion des spectacles choisis. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Je propose de passer aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour l'unanimité. Et je laisse la parole à Jean-Marie Bousquet. Merci Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Monsieur le maire sollicite du conseil municipal l'autorisation de signer la convention de mise à disposition d'agents entre 2 et 4
de la ville d'Agde à la ville de Pézenas pour exercer des fonctions de régisseur des œuvres et ou techniques dans le cadre de missions au sein du musée Hôtel de Vuillot-Saint-Germain entre le 1er juin 2022 et le 31 mai 2023. Cette mise à disposition sera renouvelable par tacite reconduction, n'excédant pas la date du 31 mai 2026. La ville de Pézenas remboursera la ville d'Agde à hauteur de 100 € par agent et par journée d'intervention sur présentation d'un titre exécutoire semestriel. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Je vous propose de passer aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité et je laisse la parole à René Verdeil. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tout le monde. Vous avez sur les documents le point 12, l'acquisition des volumes 1 et 3 de la parcelle BK, etc. Je vous passe les détails. Il est rappelé qu'il y a 2 délibérations qui ont été prises 30 septembre 2020, 18 mai 2022, l'une concernant l'acquisition de la Pietà, l'autre concernant l'acquisition d'une parcelle qui se trouve au pied de l'immeuble. Pour des raisons juridiques, il est nécessaire de redélibérer, tant pour l'acquisition de la Pietà et de sa niche, volume 2 de la parcelle BK 1331, auprès de l'indivision Grimal, que du reste de la parcelle BK 1331, auprès de M. Pinceau. Il est également précisé que la jardinière, volume 3, qui se trouve au pied de l'immeuble, est plantée en bambou, que la ville s'engage à enlever pour faire un aménagement selon les prescriptions du site patrimonial remarquable. Monsieur le maire propose donc au conseil de faire l'acquisition auprès de l'indivision Grimal du volume 2 de la parcelle BK 1331 au prix de 30 000 €. Monsieur le maire propose au conseil de faire l'acquisition auprès de monsieur Pinceau des volumes 1 et 3 de la parcelle BK 1331 au prix de 1 500 €. Qu'il y a des questions particulières? Je vous propose de passer aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour l'unanimité. Et je repasse la parole à Julie Garcin-Sodo. Merci. Désaffection et déclassement. Il est proposé au conseil de constater les désaffections suivantes et de prononcer les déclassements correspondants. Désaffection puis déclassement du chemin du service partant de la route de Béziers-Ford, RD 913 et finissant sur la parcelle AT 463. Désaffection du chemin de service partant de la route de Béziers. Monsieur le maire rappelle la délibération numéro 9 en date du 5 avril 2002 lançant la procédure de déclassement du domaine communal du chemin de service partant de la route de Béziers, RD 913 et finissant sur cette parcelle. L'enquête publique a été réalisée le 30 mai au 13 juin et monsieur Jacques Rouvert, commissaire enquêteur, a rendu son rapport avec un avis favorable. Cet avis favorable est rendu sous réserve que les propriétaires riverains disposent du maintien d'un droit d'accès à ce chemin afin de pouvoir y réaliser des travaux d'entretien de clôture ou et de réseau et branchements existants dans le strict respect des conditions mises par le conseil départemental et la ville. Il s'agit d'accéder ponctuellement à cette bande de terrain depuis la RD 913. Avant de procéder au déclassement de cet ancien chemin, il est demandé au conseil de constater sa désaffection. Désaffectation, pardon. Déclassement du chemin de service partant de la route de Béziers et finissant sur la parcelle AT 463. Monsieur le maire rappelle la délibération numéro 9 en date du 5 avril 2022 lançant la procédure du déclassement du domaine communal du chemin de service partant de la route de Béziers, c'est toujours le même, RD 913 et finissant sur la parcelle AT 463. L'enquête publique a été réalisée le 30 mai. Au 13 juin, le dossier a été mis à disposition du public tout au long de l'enquête. Monsieur Jacques Rouvert, commissaire enquêteur, a rendu son rapport avec un avis favorable sur le projet de déclassement du domaine public de la commune pour classement dans le domaine privé de la commune de cet ancien chemin. Cet avis favorable est rendu sous réserve que les propriétaires riverains disposent du maintien d'un droit d'accès à ce chemin afin de pouvoir y réaliser des travaux d'entretien de clôture et de réseau et branchements existants dans le strict respect des conditions mises par le conseil départemental et la ville, s'il s'agit d'accéder ponctuellement à cette bande de terrain depuis la RD 913. Il est donc demandé au conseil de se prononcer sur le déclassement de cette bande de terre d'une superficie d'environ 430 mètres carrés. Désaffectation puis déclassement du LOA d'une surface de 68 mètres carrés du parking France Télécom, parcelle BN 639. C'est la désaffectation du LOA. Monsieur le maire rappelle la délibération numéro 8 en date du 5 avril 2022 lançant la procédure de déclassement du domaine communal du LOA d'une surface de 68 mètres carrés du parking. L'enquête publique a été réalisée du 30 mai au 13 juin. Monsieur Jacques Rouvert,
a rendu son rapport favorable. Avant de procéder au déclassement du LOA de la parcelle BN 639, il est demandé au Conseil de constater sa désaffectation. Il est précisé que l'attribution de numéro de parcelle au LOA de la parcelle BN 639 est en cours. Déclassement du LOA d'une surface de 68 mètres carrés. Monsieur le maire rappelle la délibération numéro 8 en date du 5 avril 2022, lançant la procédure de déclassement du domaine communal du LOA d'une surface de 68 mètres carrés du parking France Télécom, parcelle BN 639. L'enquête publique a été réalisée, toujours pareil, le 30 mai au 13 juin, et le dossier a été mis à disposition du public tout le long de l'enquête. Monsieur Jacques Rouvert, commissaire enquêteur, a rendu son rapport avec un avis favorable sur le projet de déclassement du domaine public de la commune pour classement dans le domaine privé de la commune du LOA d'une surface de 68 mètres carrés de parking France Télécom. Il est donc demandé au Conseil de se prononcer sur le déclassement du LOA d'une surface de 68 mètres carrés de la parcelle BN 639. Voilà. Merci pour cette explication détaillée du déclassement en cours. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité? Je suis allé un peu vite, donc je vérifie. C'est surtout après, demain, je vais me faire taper sur les doigts par Amandine si on ne voit pas bien. Merci en tout cas pour l'unanimité. Le point 14, c'est la sollicitation du fonds de concours de la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée pour les travaux de fibre optique, donc le raccordement, plus exactement de la maison du Barbier Gély, place Gambetta, du renforcement backbone mairie. Alors là, je parle chinois. S'il y a une question sur le backbone mairie, je laisserai Sandra et Jean-Charles répondre. Et le raccordement, évidemment, du théâtre de la rue Henri Reboul. Les travaux, l'estimatif des travaux est à 10 143,12 € hors taxe. Et le fonds de concours de la communauté de l'agglomération est à 50%, donc le reste à charge pour la commune serait de 5 071,56 €. Et je vous demande l'autorisation de pouvoir solliciter ce fonds de concours et de signer les documents qu'il y aurait à signer. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Backbone mairie, Sandra, JC, qui c'est qui répond? Julie a très bien détaillé la question, alors autant en faire autant sur celle-là. En fait, on passe d'une capacité de 8 sites à 144 sites possibles sur le branchement mairie. On a augmenté la capacité fibre sur le site. C'est quoi ça, lui mettre? Merci pour ces précisions et pour cette question. Quand même, tout le monde aura compris de quoi il s'agissait. Est-ce que qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 15, je laisse la parole à M. Verdeil. Merci, Monsieur le maire. Décision modificative numéro 1 du budget annexe cinéma. Il s'agit d'une opération d'ordre. Vous avez eu en annexe les documents qui concernent ce point. Il s'agit en fait, concernant le cinéma, le Centre national du cinéma avait accordé une avance remboursable qui s'est transformée en subvention. Et donc, de ce fait, on a une obligation de faire de l'amortissement. Voilà, c'est simplement l'explication que je peux fournir par rapport à ce point qui est, comme je l'ai dit au début, une opération d'ordre. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et sur la tarification des cantines, je laisse la parole à Aurélie Mialon. Oui. Monsieur le maire expose au conseil municipal que la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté lancée par l'État en septembre 2018 compte parmi ses engagements celui de conforter des droits fondamentaux des enfants et réduire les privations au quotidien. Afin d'alléger le poids des dépenses d'alimentation pour les familles défavorisées, améliorer la qualité des repas servis aux enfants et donner à chacun les moyens de réussite, l'État soutient la mise en place par les collectivités de la tarification sociale des cantines scolaires. À cette fin, l'État verse une aide financière de 3 € par repas servi au tarif maximal d'1 € dans le cadre d'une grille tarifaire progressive établie selon le quotient familial des familles déterminées par la Caisse d'allocation familiale. Cette grille doit comporter au moins 3 tranches de tarification, d'au moins une tranche est inférieure ou égale à 1 € et une supérieure à 1 €. Monsieur le maire précise que la ville de Pézenas est éligible à ce dispositif dans la mesure où la ville est bénéficiaire de la fraction péréquation de la dotation de solidarité rurale. Monsieur le maire expose
que le dispositif de tarification sociale des cantines scolaires sont applicables dès la rentrée scolaire 2022-2023 et sollicite donc du conseil municipal l'autorisation de signer la convention triennale avec l'État permettant à la ville de bénéficier de l'aide allouée pour la mise en place de ce dispositif. Monsieur le maire précise que les tarifs applicables à partir du 1er septembre 2022 seront les suivants. Donc on part sur 5 tranches et non 3 qu'on a aujourd'hui. Donc il y aura la première tranche de 0 à 600 du coefficient familial, le tarif serait de 1 euro. De 601 à 1000 à 3 euros, de 1001 à 1005, 3,50 euros, de 1501 à 2000, 4,50 euros, et supérieur à un coefficient à 2000 euros, 4,90 euros. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Non. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité. Et je passe la parole à Marie Ballesteros pour une demande de subvention, toujours en lien avec la cantine. Bonsoir à toutes et à tous. Petite introduction donc, avant de lire la note de synthèse. La ville mène un travail important pour lutter contre le gaspillage alimentaire à la cantine et pour améliorer la qualité des repas. Une campagne importante de pesée des déchets alimentaires a été menée en début d'année 2022 et fait apparaître un gaspillage nettement supérieur à la moyenne nationale. Ainsi, ce travail va être approfondi pour réduire ce gaspillage à travers plusieurs actions. La demande de subvention que Monsieur le maire et Madame Mialon me font l'honneur de vous présenter s'inscrit dans cette volonté politique. Accompagnant les communes de petite taille dans la conduite de projets favorisant l'accès à une alimentation saine et durable dans les cantines scolaires, le plan France Relance doit permettre, au travers d'un dispositif d'aide, un approvisionnement en produits frais, de réduire le gaspillage ou encore de supprimer les contenants en plastique. Engagée dans une politique constante d'amélioration du service rendu dans les principes du développement durable, la commune de Pézenas souhaite bénéficier de ces aides en vue de remplacer la vaisselle en plastique et sensibiliser les enfants à la réduction du gaspillage. Il s'agit notamment de pourvoir les différents restaurants scolaires de tables de pesée. L'investissement envisagé en 2023 est de 25 790 euros. Il sera réalisé en fonction des subventions obtenues. Il est demandé au Conseil d'autoriser le maire à déposer un dossier de demande de subvention en ce sens auprès de l'État. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Oui. Précisément comment, sur le gaspillage alimentaire, donc il y a des expériences qui ont été faites sur la ville qui étaient intéressantes, c'est celle du lycée La Condamine. Est-ce qu'on travaille en relation avec eux? Parce que là, ils ont vraiment ce que disait Christophe Garcia, qui est le cuisinier du lycée, on y était en d'autres. C'est vraiment qu'il y a un gain énorme de matière qui a été fait par rapport aux actions qu'il a entreprises. Donc ça vaut vraiment le coup peut-être de se rapprocher du lycée de La Condamine, d'essayer de travailler avec les autres établissements locaux, de créer des cercles vertueux en local par rapport à ce type de démarche. Après, quand on dit c'est énorme le gaspillage, concrètement, ça veut dire quoi en termes de ratio, quoi? Est-ce qu'on perd 20% de ce qui est mis dans l'assiette? Est-ce qu'on perd 10%? Énorme, moi, ça me dit pas grand-chose. J'ai pas dit qu'il était énorme, j'ai dit qu'il était supérieur à la moyenne nationale. On est sur un ratio aujourd'hui d'une moyenne nationale à environ 70 grammes en école primaire. En tout cas, ce sont les chiffres de la moyenne nationale. Ici, on tourne aux environs de 100 à 130 grammes. C'est la première fois qu'on fait des pesées. Donc, on ne veut pas annoncer ces chiffres de manière officielle, entre guillemets, parce qu'il faut les pondérer de notre début d'expérience. Donc, nous les améliorerons au fur et à mesure des pesées. Et pour ce qui est de la collaboration avec les établissements scolaires, dans le cadre du soutien à la légumerie, du Qatar et dans le cadre du projet alimentaire territorial, nous sommes en lien très étroit avec les différents acteurs du territoire. Nous avons rencontré les différents chefs de cuisine, donc Monsieur Garcia, mais aussi le directeur de la cuisine de la cité mixte et de Charles Aliès. Donc nous travaillons main dans la main d'abord pour pouvoir
mutualiser nos commandes de produits frais via la plateforme AgriLocal 34 et aussi pour effectivement échanger nos bonnes pratiques en ce qui concerne le gaspillage alimentaire. Et d'ailleurs, voilà, nous avons fait faire des devis aux mêmes entreprises qui travaillent déjà avec ces services-là, puisque nous avons pu voir quel matériel ils utilisaient et constater voilà, les points positifs. On travaille aussi avec le collège dans une action qu'on va mener dans le cadre des éco-délégués avec la CPE du collège Jean Ben. Où effectivement on est aussi présent sur les actions du collège, dont une des actions est la réduction du gaspillage alimentaire avec tout un projet de liaison CM2 6e, je ne sais pas si je peux le dire Aurélie, voilà, liaison CM2 6e qui va être autour de l'alimentation, donc qui s'appelle projet Goûter le monde. Voilà. Donc on continue ce travail et on l'axe vraiment avec les acteurs locaux et faire en sorte que l'alimentation voilà, soit vraiment au cœur de notre territoire. C'est tout aussi détaillé que la désaffection et le backbone quand même. Hein, Désaffectation, excusez-moi, j'étais lapsus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité. Et c'est Thomas Guiraud qui présente la question suivante. Bonsoir, merci Monsieur le maire. Dans le cadre de la politique jeunesse de la ville, le service jeunesse souhaite se doter d'outils performants permettant d'organiser un atelier web radio qui nous permettra entre autres aussi d'organiser des podcasts pour un montant de 3 392,81 € précisément. Pour ce faire, Monsieur le maire sollicite du conseil municipal l'autorisation de déposer des demandes de subvention auprès de la caisse d'allocation familiale et de tout autre organisme ou collectivité qui pourrait contribuer financièrement à l'achat de ce matériel. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je laisse la parole à Aurélie Mialon. Ce soir, hein. Alors, c'est pour la modification du règlement des accueils de loisirs et du dossier d'inscription périscolaire. Monsieur le maire expose au conseil municipal le nouveau règlement des accueils de loisirs à destination des familles. Ce règlement a été revu dans le but d'être plus concis et lisible pour les parents. Vous avez le document joint. En fait, on réajuste au fil des ans quand il y a besoin au niveau du règlement. On allège ou on rajoute des consignes pour les parents. Ainsi, des documents qui n'étaient plus nécessaires au service à la régie municipale ont été supprimés. Des points comme l'interdiction de fumer, de faire entrer des animaux dans les accueils péri-extrascolaires ont également été ajoutés. Monsieur le maire demande au conseil d'approuver les documents susmentionnés. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité. Et Benoît Blanc pour le premier point sur les ressources humaines. Merci Monsieur le maire, bonsoir à toutes et à tous. Monsieur le maire rappelle en conseil municipal l'importance des cadres d'emploi territoriaux qui interviennent dans les services de la collectivité. Les fonctions de ces emplois ont beaucoup évolué et nécessitent des compétences de plus en plus poussées pour bénéficier d'un service de qualité et renforcer le service offert aux administrés. Chaque année, des agents ont la possibilité de bénéficier, sous certaines conditions statutaires, d'un avancement au grade supérieur. Considérant que la collectivité a fixé le taux de promotion à 100% pour chaque grade par délibération du conseil municipal en date du 29 septembre 21, question 22. Afin de répondre aux besoins de la collectivité et de permettre la nomination des agents concernés au titre de l'avancement de grade pour l'année 22, Monsieur le maire propose la création des postes suivants. 2 postes d'adjoint d'animation principale première classe temps complet dans la filière animation. Il est donc proposé au conseil la création de 2 postes d'adjoint principal première classe temps complet. Le nombre du poste d'adjoint d'animation principale première classe temps complet est donc porté à 3. Il convient de modifier le tableau de l'effectif du personnel municipal en créant les postes ci-dessus. Merci. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour l'unanimité. Et le point suivant, toujours Benoît Blanc. Merci Monsieur le maire. Le Conseil informe que du fait des besoins du service des sports et de la procédure de recrutement lancée pour un poste d'opérateur d'activités physiques et sportives, il est nécessaire de prévoir la création d'un poste d'opérateur des APS à temps non complet, 28 heures par semaine, correspondant mieux à l'amplitude horaire des prestations proposées. Il est donc proposé au Conseil la création d'un poste opérateur des APS à temps non complet. Le poste d'un opérateur des APS est donc porté à 3 postes, un poste à temps complet et 2 postes à temps non complet.
17h50 et 28h. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour l'unanimité. Le point suivant est la modalité de mise à disposition du public de la modification simplifiée numéro 1 du plan local d'urbanisme de la commune de Pézenas. Donc le PLU qui a été un arrêté a été signé le 1er juillet 2022 pour engager cette modification simplifiée qui concerne des points de remarques émises lors du contrôle de légalité du 7 juillet 2021. Donc il y a 6 points, on report par exemple graphique de l'amendement du pont, l'adéquation besoins ressources en eau potable, le report graphique de la servitude de mixité sociale sur le secteur de Saint-Christol, l'impression du règlement graphique, le règlement écrit de la zone agricole A2, la liste des bâtiments autorisés à changer de destination et il y a besoin de corriger une erreur matérielle au sein du plan des servitudes d'utilité publique. C'est l'objet 7 de cette modification simplifiée, soit reporter le périmètre des 500 mètres de protection autour de l'ancienne église de Bébian sur le plan des servitudes d'utilité publique. Donc, on pourra consulter le dossier de cette modification du 8 août au 23 septembre 2022 au service technique de la ville de Pézenas, boulevard Jacques Monod, aux horaires d'ouverture du service. Donc 8h, 12h30, 13h, 17h30, enfin du lundi au jeudi de 8h à 12h30 et le vendredi de 13h30 à 17h30. Le dossier de modification sera évidemment accompagné d'un registre mis à disposition permettant au public de formuler ses observations, donc toujours au service technique. Une adresse mail sera ouverte pour l'occasion, modification.simplifié1.plu@ville-pézenas.fr. On pourra également écrire aussi rue Massillon 3420 Pézenas, soit la mairie. Le dossier sera en ligne. Et un avis public précisera l'objet de cette modification simplifiée du PLU avec les dates, lieux et horaires habituels auxquels le public pourra consulter tout cela. Donc je vous demande d'approuver les modalités de mise à disposition de cette modification simplifiée du PLU au public et de m'autoriser à signer tous les documents relatifs à cela. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je relaisse la parole à Robert Vivarès pour la question diverse que vous m'avez autorisé à ajouter au conseil municipal. Merci, monsieur le maire. Donc, pour rappel, ce point concerne la convention de dépôt-vente avec l'Office de tourisme. Il est rappelé au conseil que la ville a monté une exposition Dubout qui comprend l'achat d'un certain nombre d'ouvrages. La ville fait don d'exemplaires au centre de documentation et d'information des établissements scolaires de la commune. Le surplus, soit 7 collections, sont mis en vente au public au bureau d'information touristique de Pézenas. Il est donc demandé au conseil d'autoriser monsieur le maire ou l'adjoint aux affaires culturelles à signer la convention permettant cette mise en vente et la rétribution correspondante de l'Office du tourisme à raison de 10% sur le prix de vente de l'ouvrage document joint. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour l'unanimité. Vous avez reçu le tableau des décisions hors commande publique. Est-ce qu'il appelle des questions de votre part? Le tableau des décisions de la commande publique, est-ce qu'il appelle des questions de votre part? Et le tableau des conventions de mécénat, est-ce qu'il appelle des questions de votre part? Pour moi, l'ordre du jour est épuisé, sauf s'il y a des questions diverses. De ma part, sur le dernier conseil municipal, puisqu'a été évoqué le rapport de la Chambre régionale des comptes, donc je voulais vous remercier pour la présentation que vous avez faite, qui était extrêmement claire. Après, bon, si M. Delbach a des choses à me dire, je suis à sa disposition, sachant que ma réponse est annexée au rapport, donc j'ai expliqué précisément les problèmes que je perçois pour la ville de Pézenas aujourd'hui, donc on a, vous les avez présentés de manière claire, mais on a une décharge de centralité extrêmement importante. On a une petite ville qui supporte beaucoup pour les territoires environnants, qui offre beaucoup d'emplois aux communes environnantes. On a à gérer, et on ne fait pas de miracle, malheureusement, on a des situations que vous avez évoquées, monsieur le maire, en début de séance, avec des augmentations des charges qui sont à gérer, à absorber, et qui, malgré lesquelles on doit continuer à avancer. Bon, les choses ont été faites. Moi, je constate dans le cadre du rapport de la Chambre des comptes une amélioration qui a été signalée par rapport à la précédente, aux précédentes observations. Le rapport n'est pas accablant pour moi, Patrick. Je veux dire, vous dites qu'il est accablant. C'est un rapport qui est un rapport normal d'une Chambre des comptes qui a fait son boulot. Il y a une petite collectivité qui a à faire face à de
gros dossiers et qui, à un moment donné, a dû gérer ces dossiers-là le mieux qu'elle a pu. Donc les services se sont débrouillés le mieux qu'ils ont pu, les élus aussi. C'est le passé. Pour moi, il y a des remarques qui sont là, qui sont plus utiles pour ce qu'elle porte en termes de correction à venir et de gestion actuelle de la collectivité que pour le passé. Après, bon, l'expert comptable que je fus, pour répondre à l'interrogation que vous aviez dans le cadre de votre petite intervention, il a essayé de faire lui aussi au mieux de ce qu'il pouvait faire, en sachant que j'ai jamais voulu être expert comptable dans la collectivité. Pour moi, j'étais maire de Pézenas pendant 25 ans, j'ai fait ce que j'ai pu faire, et sur ces 5 dernières années, il y avait des élus aussi qui étaient là, il y avait des services qui étaient là, et le rôle d'un élu et d'un maire, c'est plus d'être un chef d'orchestre. Donc mon métier d'hier m'a servi à appréhender de manière assez facile les grandes masses et la gestion globale, à avoir voilà, un peu plus peut-être de facilité pour la lecture de certaines données au début, mais après la gestion courante, c'est autre chose. Et puis voilà, moi je ne sais pas ce que vous faites aujourd'hui comme travail ou ce que vous avez fait dans votre vie. Je souhaite que vous ayez une vie pleine et riche. Moi, la mienne l'a été, à titre professionnel et privé, je ne crois pas que ce soit le sujet. À titre d'élu, j'ai fait au mieux, voilà. À titre de professionnel et privé aussi, avec des échecs, avec des réussites. Et je pense que pour la ville de Pézenas aujourd'hui, ce qui est important, c'est de continuer, d'aller plus loin par rapport à tout ce qu'elle a à faire. Il y a de belles perspectives et je vous souhaite d'avoir le prochain rapport de la Chambre des comptes qui soit aussi, qui fasse état d'une amélioration des choses, ce dont je ne doute pas d'ailleurs. Oui. Je ne vais pas du tout polémiquer sur ces propos-là. J'incite simplement les gens qui nous écoutent derrière leur écran d'ordinateur d'aller lire le rapport. Je pense que c'est la meilleure chose qu'il y a à faire. Le rapport est public, il est donc que chacun le lit, chacun le regarde, et après il faut quand même avoir une petite expérience des rapports. C'est simplement ce que je soulevais de la Chambre des comptes pour regarder quel est le degré d'observation de la Chambre des comptes. Et je dis par rapport aux nombreux rapports que j'ai pu lire en 25 ans de vie publique, je pense qu'il y a des remarques qui sont des remarques à prendre en considération intéressantes. Et c'est pas au sens où vous l'avez évoqué de manière assez péremptoire, un rapport accablant. Merci. Nous souhaitions, avec ce rapport et toute une série d'états des lieux, dont d'autres viendront certainement en présentation, d'avoir un état objectif de la collectivité pour pouvoir travailler. C'est le cas. Je profite de ce conseil municipal, mais il était absent aussi au dernier, donc je ne l'avais pas fait, pour saluer Philippe Nicole, qui a été DGS de cette collectivité pendant 25 ans et qui a choisi de tenter notre aventure professionnelle dans une autre collectivité mutualisée d'ailleurs, à Pontarlier, entre communauté commune et ville, ou communauté d'agglo et ville. Et donc voilà, nous sommes en cours de recrutement de son successeur ou de sa successeuse, je ne sais pas si c'est bien français comme terme, en temps et en heure, lorsque ce sera fait et décidé, nous le ou la présenterons évidemment au conseil municipal. Je vous souhaite une belle fin d'été.